Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Salut. Si vous voulez voir les précédents vendredis lecture, ou les chroniques dédiées à un titre plus en détail, je vous mets la playlist chronique manga. dans une fiche dans le petit i et dans la barre de description. Et aujourd'hui on fait un Vendredi lecture manga manga jeunesse. jeunesse. Allons-y. On a plein de super bons titres, à commencer par une collection pédagogique. On va commencer par la collection Les grands noms de l'histoire en manga. Donc au Japon ça paraît chez Shueisha. La collection donc se nomme Gakushu Manga Sekai no Denki Next. Et donc si on devait traduire mot à mot, ce serait biographie du monde en manga pédagogique. Donc là c'est vraiment des mangas que tu trouves au rayon jeunesse, même au Japon. Parce qu'on va voir que ce qu'on vous a mis dans ce vendredi lecture là, il n'y a pas que du manga jeunesse au Japon. Alors là, c'est par exemple, tu vas en librairie, tu vas à l'étage dédié aux enfants, avec tous les petits albums jeunesse, les petits contes féeriques et tout, les romans jeunesse aussi, et t'as un petit encart historique, pédagogique, pour étudier. Voilà, donc ça a le mérite d'être dit, parce que voilà, c'est ce qui existe là-bas. Donc ici, on est sur Mozart. Tout à fait. Et du coup, on a vu, il y a quelques planches couleurs au début, le reste du manga est en noir et blanc. On a à peu près un peu plus de 100 pages, 110 pages, 120 pages sur l'histoire de Mozart, vraiment de sa jeunesse à sa mort. Et ensuite, on a un petit cahier pédagogique qui donne plus d'informations. Enfin, quand je dis petit cahier pédagogique, il fait quand même une vingtaine de pages, avec à la fin aussi un petit yonkoma bien sympa. Voilà. Donc en France, ça paraît chez Nobinobi. Ça paraît chez Nobinobi. Il y a déjà eu 2 autres titres qui sont parus, l'un sur Napoléon, l'autre sur Cléopâtre, et il y en a d'autres à venir. Au Japon, cette collection, elle compte beaucoup de personnages, parfois aussi des personnages contemporains. Par exemple, dans cette collection-là, il y a Steve Jobs. Mais les prochains à apparaître en France, c'est Van Gogh et Jeanne d'Arc. Ouais, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Mozart. Surtout en manga parce que tu commences, il a l'âge de 3 ans, il est en train de trop s'amuser avec un clavecin, l'ancêtre du piano à l'époque en Autriche, et il a ce regard pétillant, cette petite bouille et ce sourire qui... Voilà, en manga ça se transmet vraiment bien quoi, c'est l'innocence, la pureté, et du coup tout son périple va être comme ça, c'est-à-dire très joyeux, très festif, très rapide, et même si parfois il y a des moments difficiles dans sa vie, parce que ça dépend aussi du mécénat, de la noblesse, de l'église et tout ça, ça passe très vite. Donc voilà, ça fait comme une épopée vraiment très très rapide, en concentré de mini manga comme ça. Donc voilà, je trouvais ça vraiment super intéressant. Et si tu veux creuser après, t'as le livret pédagogique avec des textes comme dans les livres d'histoire, une frise avec toutes les dates. Voilà, qui est le format un petit peu barbant en fait. J'ai jamais aimé l'histoire en fait telle que c'est enseigné parce que voilà, t'arrives pas trop à ancrer dans la vraie vie quand t'as juste une frise chronologique et tout. Alors que là, quand tu suis ses pensées, ses joies, ses véritables envies, son rêve de pouvoir faire un opéra et tout, t'es vraiment pris dedans et c'est vraiment super bien. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé pour l'histoire de Mozart. Et donc dans cette collection-là, quasiment pour la même époque en plus, sort aussi Marie-Antoinette. Tout à fait, puisque en fait ils sont nés tous les deux à une année d'intervalle, donc ils sont contemporains. Dans Mozart, on voit d'ailleurs une séquence où il y a du coup le petit prodige qui va faire un numéro musical à la cour où justement l'enfant Marie-Antoinette, qui s'appelle pas Marie-Antoinette à cette époque-là, mais est présente aussi, donc c'est marrant. Je croyais que t'allais le dire exactement comme tu me l'as dit. D'ailleurs Morgane, il a tout lu avant et il me dit ouais, je te conseille Mozart d'abord et tu verras, c'est marrant parce qu'ils se rencontrent. Ouais. Là tu dis oh. Tout à fait. Tu sais, quand tu le présentes en chronique, c'est différent. Et dans la vraie vie, t'es plus... oui, c'est rigolo. Bon voilà, Morgane très sérieux vous dit, voilà, ils se sont rencontrés. Voilà, ils se sont rencontrés. Il y a cette scène-là. Marie-Antonia à l'époque. Voilà. Et du coup, oui, Marie-Antoinette, qui forcément est plus tragique, associée à des pans de l'histoire française
qui sont à la fois parfois fantasmés dans la culture japonaise, mais qui ici reviennent bien. Du coup, le manga revient sur ce contraste incroyable entre le faste de la royauté d'une part, et puis la pauvreté de la population et les temps difficiles que la France vivait. En plus, les pays étaient à l'époque exsangues à cause des multiples guerres qui avaient traversé l'Europe. Et bah, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que t'as un style qui fait très shoujo manga, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de fioritures. Ça va bien en fait avec les premières années de Marie-Antoinette où en fait tout se passe bien. Elle est belle et gracieuse, elle adore danser, elle adore les belles robes et tout. Voilà, c'est vraiment le rêve de princesse. Et par contre, une fois qu'elle devient reine de France et que il se passe plein de trucs horribles, bon ben voilà, bah, c'est l'histoire de France quoi. Pour en fait, c'est un beau portrait parce que t'as aussi la face, enfin t'as aussi sa jeunesse et dans quel contexte elle arrive, avec quelle personnalité elle arrive, quelle éducation. Du coup, ça fait quelque chose de complet et pas seulement la face dramatique une fois arrivée en France. Parce que sinon, quand tu veux l'histoire de la Révolution française, moi je conseillerais plutôt la psychologie des foules. Et ça, c'est horrible. Mais c'est très bien décrit. Mais c'est horrible. Donc voilà, si tu te contentes de ça, tu vois le côté apocalyptique de la vie de Marie-Antoinette. Alors que là, t'as quand même aussi tout le background précédent. Et c'est sympa parce que justement, ça commence sur les pages couleurs. Moi, je trouve que c'est très joli commencer là-dessus. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu te souviens... Enfin, pas tu te souviens, mais tu comprends pourquoi à l'époque, les gens pouvaient admirer Marie-Antoinette comme une icône de mode, quoi. Oui, c'est sûr. Parce qu'elle est belle et voilà, ça fait rêver. Et du coup, comme tu dis, il y a des petites touches historiques qui sont disséminées, comme le fait simplement que d'une cour à l'autre, c'est pas les mêmes règles et les mêmes habitudes qui avaient cours, c'est le cas de dire. Du coup, la valse des nobles et des servants n'était pas la même au niveau de la cour de Vienne et puis de la cour de France. Plein de choses comme ça qui sont expliquées et puis du coup effectivement un gros impact historique. Dans ce que tu disais, moi ce que j'ai bien aimé quand même dans les carnets ensuite, c'était par exemple d'avoir les portraits d'époque. En fait, là ici c'est les parents de Mozart, donc des personnages qu'on a vus dessinés par le ou la mangaka et qui sont du coup ici vraiment avec leurs portraits de l'époque, comme ici Constance Weber avec dans un style beaucoup plus réaliste, l'épouse de Mozart, qui est évidemment dans le manga dessiné de manière très très différente, puisque du coup là on a plutôt voilà, le même personnage dans un style manga. Ouais, moi j'aime bien l'adaptation manga. Ouais, moi aussi. En définitive, j'aime beaucoup cette collection. Autant pour adultes que pour enfants. Tu le tiens à l'envers, c'est normal? Oui, c'est pour montrer... je fais des alternances, en fait. D'accord. Parce que même une fois que tu es adulte, c'est toujours bien d'avoir un rappel historique et puis même d'avoir, tu vois, une petite plongée comme ça dans une focalisation interne, comprendre un petit peu le personnage, voir comment il peut être présenté pour les enfants. En plus, pour les petits japonais. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et voilà, même en guise de lecture, même si tu te dis pas que c'est une lecture historique, c'est super rafraîchissant, ça va vite, c'est très bien. Ben, franchement, un gros coup de cœur. Ouais, vraiment, très conseillé. Ouais, et puis je suis étonnée en fait que ça arrive en France. Ça, tu vois les rayons au Japon, tu fais waouh, ouais, les petits japonais en fait, ils sont hyper cultivés et tout. Waouh, bon bah c'est bon, les petits français aussi vont pouvoir se cultiver en s'amusant. Voilà pour les deux premières lectures. On passe à la troisième lecture. Voilà carrément un autre style, un style humoristique avec les Chaventures de Tai et de Mamisu. Donc ouais, qui est donc en France paraît toujours chez Nobinobi. C'est un peu le catalogue jeunesse de chez Pika. Et pourtant, ceci est un josei manga, mais vraiment un josei destination plus de 20 ans quoi. Donc au Japon, ça paraît chez Kodansha, prépublié dans le magazine Beloved. Et oui, alors qu'en France, eh bien, il est étiqueté par rapport au contenu à proprement parler du manga, et il est 6 ans et plus. Oui. Alors, bon, pourquoi pas, hein. Faut juste savoir que la vraie cible au Japon, c'est vraiment les adultes, les femmes adultes. Les femmes adultes aiment les histoires de chats, voilà, et
bon, transposé en France, ça passe très bien aussi. Hein, je veux dire, la catégorisation est bonne. Ouais. C'est juste que c'est marrant que la cible d'origine, en fait, c'est les femmes. Donc, Du coup, c'est fait par Konami, Kanata, qui qu'on avait connaît par bien. ailleurs fait Chi, Mm. qui était un gros succès auparavant autour des aventures de chat. Et là, voilà, de retour avec une autre série tout aussi attachante. Et du coup, on va suivre les frasques d'un petit chat vraiment tout jaune, espiègle, que la mamie chat prend sous son aile et elle s'attache à lui. Ouais, c'était touchant, c'était mignon. Voilà, des petits chapitres avec des petites anecdotes, des petites histoirettes. C'est vraiment trop chou, quoi. Comme tu dis, hein, c'est des petites histoires. Les histoires, à chaque fois, font 6 pages. Donc, elles se lisent bien, quel que soit l'âge. Et c'est vraiment mignon. Effectivement, comme tu le dis, le manga animalier au Japon a toute une catégorie de titres. Ouais. Et dans les librairies, on trouve beaucoup d'histoires comme ça, avec des chats, des lapins, Ouais. d'autres types d'animaux. Hein. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas tel quel en France, mais qui, là-bas, s'adresse vraiment aussi à un public adulte. Donc, qui va pouvoir, par exemple, on va dire, se reconnaître dans les personnages adultes. Il y a des adultes qui apparaissent dans ce manga-là, les propriétaires du coup Des chats. Et dans un pays où c'est pas forcément évident, parce que les logements sont très petits et que dans certaines résidences il est interdit d'avoir des animaux de compagnie, eh bien le manga est aussi une manière de vivre sa passion pour eh bien ces animaux à quatre pattes. Ben, en tout cas, clairement, au Japon, les mangas avec des animaux, tu les trouves aussi à côté de mangas culinaires avec plein de recettes de cuisine ou des trucs comme ça. Donc, c'est clairement des mangas dont la cible sont les adultes. Ben, voilà, c'est marrant. Et du coup, en France, on va le conseiller pour des enfants. C'est ça. Euh, Du coup, en France, il est proposé en couleur et il y a un petit bonus à la fin, mon carnet de chat, fait avec la SPA sur comment... Du coup, ça, c'est un bonus français, je pense. C'est un bonus français. Comment s'occuper de son animal. Avec des photos. Voilà, avec des photos et des conseils divers. Et C'est aussi sympa. une présentation de la SPA. Ouais, je trouve ça vraiment sympa pour une lecture ciblée jeunesse. Moi, ça m'a rappelé, 30 ans auparavant, mais tous les conseils qu'il pouvait y avoir dans le journal de Mickey à propos des animaux. Donc, je trouvais ça bien. Et puis, il y a le bonus qui tue à la fin. Eh bien, il y a un paper toy qu'on suit de tome en tome à propos avec les personnages de cette aventure, de ces aventures. Je trouvais ça trop mignon. Ouais, c'est vrai, c'est bien vu. Moi, j'oserais pas le détacher du manga. T'oserais pas le construire? Ouais, je sais pas, c'est... Donc il est bien fait. Hein. Mais c'est comme toi, des fois, tu sais, Ouais, je suis d'accord avec toi. t'as des posters, genre dans Moriarty, par exemple, t'as ça, Mm. tu t'es censé le détacher du manga pour l'afficher quelque part, Mm. et tu dis, ah ben non, tu le laisses à l'intérieur du manga, quoi. Ouais. Voilà, c'est pour faire un petit décor chez C'est toi. très sympa, c'est Mais du vraiment coup, bien. t'es enfant, moi je pense que t'as quand même envie, la tentation de le faire. Hein. C'est normal. Donc voilà, c'était la 3e lecture, et d'ailleurs c'est un tome 3. Tout à fait. Le tome 4. 4e tome vient de paraître au Japon, donc arrivera dans quelques mois en France. Mais oui, il est sorti au mois d'octobre, donc la parution française est très proche de la parution japonaise. Ah, c'est bien, hein. Mm. 4e lecture. Eh bien, on part sur quelque chose qui est bien connu des fans de Fairy Tail, avec un spin-off Fairy Tail, Fairy Tail Blue Mistral. Donc on vous a présenté des livres à destination d'enfants au Japon, à destination de femmes adultes au Japon. Voici un shoujo manga à destination de shogakusei et chugakusei, c'est-à-dire petites filles d'école primaire et collège. Ouais. Voilà, au Japon, c'est publié chez Kodansha, prépublié dans le magazine Nakayoshi, qui prépubliait notamment Sailor Moon. Voilà, donc dans ce tome-là, eh bien, on a Wendy qui se fait passer pour un garçon pour aller enquêter dans une ville où les jeunes filles disparaissent. Donc c'est amusant. C'est vraiment des thèmes qui sont typiques, je pense, de shoujo manga pour petites filles. Et c'est joliment dessiné. L'histoire, du coup, on voit Wendy ici qui se costume en tant que garçon.
et va peut-être aussi un peu tomber amoureuse au passage. Mais du coup, au niveau du graphisme, on est vraiment sur des codes de shoujo manga. Donc un titre parfait pour eh bien, les personnes qui cherchent du récit d'aventure, pas trop long puisque ça comptera 4 tomes. Et c'est donc l'occasion de redécouvrir dans l'édition chez Nobinobi cette fois-ci cette série Fairy Tail Blue Mistral. C'est sur celui-là que quelqu'un nous a posé la question en commentaire, parce qu'apparemment c'était paru déjà chez Pika avec des couvertures jaunes. Et là c'est réédité dans la collection Nobinobi. Qui le flèche 11 ans et plus du coup. En fait, je crois pas. Je pense que l'intérieur c'est rigoureusement la même chose. Il y a juste sur la couverture où ils ont changé la couleur, la charte graphique, pour différencier. Pour ce qui est de l'histoire, donc là c'est le tome 3 et donc c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, voilà. Là c'est un petit arc, hein. Le volume s'ouvre sur un nouvel arc et se termine et clôt l'arc. Donc voilà, ça fait une petite histoire complète où Andy part à l'aventure et se rend compte que c'est important de pouvoir compter sur des amis pour être plus fort. Voilà, c'est vraiment thématique. C'est vraiment un tome qui se suffit à lui-même. C'est presque un one-shot, on pourrait le considérer comme ça. Donc, qui peut permettre aussi de redécouvrir. Je trouve ça presque triste que ça se finisse bientôt. Parce que c'était sympa, c'est vraiment une lecture agréable. Voilà, tu vas pas chercher à te prendre la tête, tu vas faire une petite histoire, une petite aventure avec des personnages que t'aimes bien. Voilà, moi j'aime bien ce spin-off. Ouais, c'est une chouette histoire. Voilà, du coup, on va continuer par la suite avec un autre manga cinquième autour de lecture. Fairy Tail, et cette fois-ci toujours destiné à un public jeunesse. Donc c'est Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Là, on est à l'avant-dernier tome, le tome 7. Donc, précédemment, c'était un shoujo manga, destination de petites filles. Cette fois-ci, c'est un shonen manga, destination de petits garçons. Au Japon, est publié aussi chez Kodansha, mais cette fois prépublié chez Maga Pocket. L'émanation numérique du Shonen Magazine. C'est ça. Donc là, on vit vraiment les grands moments un peu dramatiques de dénouement de toute cette aventure. Donc comme l'utiliserait le terme approprié au Japon, ça serait de dire c'est le climax. C'est le moment le plus tendu avec des scènes incroyables, un peu dramatiques quelque part ici. Alors pas du drame qui ne devrait pas trouver une résolution à la fin, mais quand même, il y a beaucoup d'émotions, mais aussi d'injustice qui transparaît dans ce tome-là, dans ce que certains des personnages de l'aventure ont dû vivre dans le passé, puisque maintenant on a découvert que dans Fairy Tail, la grande aventure de Happy, il y avait une dimension voyage dans le temps qui était particulièrement importante et qui est du coup explorée plus en détail dans ce tome-là. Donc là, on va doucement vers la résolution, mais c'est pas facile. Mais on retrouve tous les éléments qui sont typiques dans cette aventure-là, c'est-à-dire beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. Je pense que le mangaka a vraiment à cœur de donner sa propre patte à l'aventure de Happy. Il en a vraiment fait, et c'est le seul personnage qu'on voit apparaître proprement parler de Fairy Tail dans le cœur de l'intrigue, et c'est vraiment bien fait. On vibre avec ces personnages, et aussi la dimension voyage dans le temps, elle est amusante. D'ailleurs, je voulais l'évoquer parce que du coup dans le petit rabat du tome en question, le mangaka évoque le fait que Retour vers le futur est l'un de mes films préférés. J'espère avoir réussi à faire éprouver avec ce manga l'enthousiasme qui naît d'une aventure au-delà de l'espace et du temps. Voilà. Ah, c'est marrant. Donc j'ai trouvé ça bien vu, et puis dans le même temps, voilà, il y a vraiment des éléments de shonen manga un peu des moments difficiles, des moments où on pleure, hein, les personnages ici pleurent, mais du coup on va chercher à se surpasser et à aller au-delà d'une destinée tragique. C'est un vrai shonen. Ouais, c'est un vrai shonen manga. C'est pas parce que c'est des petits chats que c'est une histoire de petits chats, tu vois. C'est pas purement tranche de vie ou petites histoirettes drôles. Là, c'est une vraie aventure. Mais voilà, toujours avec ce trait très attachant. Donc, et ce que j'ai vraiment trouvé notable, c'est que finalement, dans cette aventure-là,
il y a vraiment des personnages qu'on a vus de tome en tome, c'est-à-dire qu'on traversait cette aventure de 8 tomes, là où par exemple dans Blue Mistral, on a plutôt eu eh bien à chaque fois des personnages qui apparaissaient le temps d'un chapitre, le temps d'un arc, alors que là on a une vraie continuité. Ouais. J'allais dire, ah ouais, bah c'est les shoujo petites filles, ouais. Ouais, c'est ça. C'est là où on voit une différence, t'as raison. Voilà, donc avant-dernier tome, le dernier tome est prévu pour cette fin d'année. Ah là là, tant de choses qui se terminent. Et maintenant, 6e et dernière lecture. Ah, il y a des choses qui se terminent, mais il y a des choses qui démarrent en France. Donc, Illuma, à l'école des démons, tome 2, on a une parution rapide des 4 premiers tomes en France, puisque chaque tome paraît depuis le mois de septembre au rythme d'un tome par mois, pour rattraper un petit peu cette série qui, au Japon, compte maintenant plus de 17 volumes. Donc, et qui a eu une adaptation animée. Voilà, adaptation animée diffusée sur la chaîne NHKI et qui Pourquoi tu dis pas iTélé Tu dis NHKI tout court. Oui, non, je sais pas. En fait, ça s'écrit E-TV et ça se prononce iTélé. Oui, d'accord, t'as raison. Oh, ok. Donc, au Japon, ça paraît chez Akita Shoten, prépublié dans le Shukan Shonen Champion, qui est donc un magazine de shonen manga, avec des shonen qui peuvent être assez trash, violents, assez matures. Voilà. Et comme je dis à chaque fois que je parle d'Illuma-kun, je trouve que c'est un peu l'ovni dans le magazine. Tout d'un coup, tu te trouves avec des pages super mignonnes, bien dessinées. Ouais. Non pas que le reste soit mal dessiné, mais tu sais, t'as beaucoup d'encre jetée comme ça pour faire, voilà, il y a du sang et tout. Et là, non, c'est Harry Potter dans le monde de démons, quoi. Ah, et en plus, avec un passage chez Shoujo Manga. C'est clairement Harry Potter à l'école des démons, comme tu dis, puisqu'à un moment donné, ils doivent... on va dire, donner vie ou faire grandir des plantes. Et comme tu le dis, ça c'est juste énorme, puisque en fait, il y a la présidente du bureau des élèves qui est fan de livres qui viennent du monde des humains. Elle sait pas les lire, elle sait pas lire la langue humaine, mais elle s'éclate trop parce que dans sa famille, ils sont passés comme ça dans les livres interdits. Des livres interdits qui sont des livres... Qui sont trop passionnants. Voilà. De shoujo manga, et c'est comme ça qu'on se retrouve carrément sur une double page de shoujo manga pour être dans la peau, on va dire, de cette héroïne. Et c'est incroyable, j'ai trouvé ça vraiment à mourir de rire. Et on se retrouve avec Illuma qui décrit, qui se retrouve à finalement incarner les dialogues et expliquer ce qui se passe. Je trouve que c'est vraiment incroyable aussi cette mise en abîme, parce qu'on retrouve un petit peu l'art du kamishibai, l'art théâtral japonais, où à partir d'un dessin, il va y avoir une histoire qui est contée. Et là, Illuma, il est clairement dans la position du présentateur de kamishibai, de théâtre dessiné. Oui, sauf que le kamishibai, c'est vraiment une belle illustration qui est assez grande, présentée, faite pour. Tandis que là, c'est des pages de manga, les cases. Comment tu fais pour les montrer de si loin C'est pas réaliste, elle peut rien voir. Ou alors elle a une vision, une acuité ils l'ont pas visuelle précisé, oui, si ça se trouve, elle voit puissante. super bien. Ouais. Mais par contre, du coup, c'est drôle parce qu'ils se retrouvent à faire les voix de chaque personnage, y compris les onomatopées. Et les onomatopées japonaises sont très prolifiques, il y en a beaucoup plus qu'en français. Et donc, par exemple, t'as plein de bruits pour... quand t'as un coup de cœur, ou quand tu reçois comme une flèche dans le cœur, et t'as bien... Et ils se retrouvent à faire toutes les onomatopées. En fait, j'entends les onomatopées surtout parce que ça a été adapté en animé, quoi, cette partie-là. Et c'est hyper drôle. Donc c'est vraiment un shonen manga vraiment attachant, avec tous des personnages hauts en couleur, mais voilà, bien décrit. On est vraiment face à une histoire avec beaucoup de bienveillance dans le comportement des différents personnages, et de sincérité, et on va dire de bienveillance mutuelle. Donc je trouve il y a de l'humour, il y a de l'action. D'ailleurs, on en voit à la fin avec des planches qui font vraiment shonen manga d'action. Ouais, mais, pour autant, il n'y a rien de méchant. Hein. Je veux dire, c'est juste une partie de balle au camp. Et du coup, c'est juste un très très bon titre que tu avais repéré au départ. C'est toi qui l'avais vu au Japon. Et c'est vraiment super de le voir publié en France. Donc c'est un récit qui devrait vraiment plaire à un très large public, garçons, filles, enfants du coup primaire, collège.
et plus loin, lycée, je pense que c'est très adapté. Oui, voilà, un public assez large. Mm. C'est pas spécifiquement dans... Par exemple, ça, c'est vraiment, tu vas à l'étage jeunesse avec les albums jeunesse. Ça, c'est juste avec tous les mangas, avec tous les shonen classiques et tout, où t'as pas forcément que des ados, t'as aussi des adultes qui vont dans ces rayons-là. Mais bon, on aime bien suggérer ce manga-là pour tout public, parce que c'est vraiment super gentil, quoi. Voilà, donc volume 2. Voilà. Tu crois qu'avec le corona, ils vont réussir à publier un par mois encore? Ils ont annoncé en tout cas qu'ils allaient maintenir le tome 3 pour le 18 novembre, qui était sa date initiale, parce que pour soutenir les librairies qui font du click and collect, et peut-être le tome 4 au mois de décembre. Ah, d'accord. C'était le but. Ok. Ah ouais, tant mieux alors. Voilà. Très bien, eh bien... on a tout. Du coup, voilà, on a beaucoup de titres jeunesse avec du coup vraiment beaucoup de types de choix possibles. Il y a de l'aventure avec de l'émotion, il y a de l'aventure, de l'humour, de l'aventure qui peut plaire aussi plus du coup à ceux qui recherchent aussi une petite composante sentimentale, amoureuse. Il y a de l'humour qui plaira à tous. Et puis, comme tu l'as dit, ces mangas éducatifs qui sont vraiment passionnants à la fois pour les enfants et pour les adultes. Donc, génial. On espère que ce vendredi lecture manga jeunesse vous a plu et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. N'oubliez pas la parution de A Sign of Affection. Vous pouvez dès à présent avoir le chapitre 1 sur toute plateforme de e-book. Donc Kindle, Apple Books, Disneyo, etc. etc. C'est un super bijou et c'est moi qui le traduis. Bravo. Bye bye, bye, bye.